Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je reçois souvent des questions sur le thème « Comment reconnaître les périodes sensibles du langage » ou le moment où notre enfant est prêt à découvrir les nombres, parce que je ne sais pas quoi observer. Et justement, ce matin, il y a des circonstances chez nous qui sont un exemple parfait de l'intérêt d'un enfant pour l'écriture. Ce matin, j'ai retrouvé dans le lit de notre petite fille Aliénor, qui a 4 ans, une feuille avec des dessins en rouge, des petits bonshommes, et plein de chiffres. La page était remplie de chiffres. Alors, il faut savoir que je ne lui ai pas appris encore à écrire les chiffres. On commence à travailler le dénombrement, mais on n'a pas travaillé le graphisme. Elle est à l'école, et à l'école, ils ont seulement appris les nombres entre 1 et 4, il me semble. Au programme de sa classe de moyenne section, il n'y a que les nombres de 1 à 5 de toute façon. Et voilà qu'elle avait écrit tous les nombres de 1 à 9, qui remplissaient intégralement la page. Il y en avait partout. Alors je lui ai demandé ce qui s'était passé, comment elle avait fait, si elle avait pris un modèle quelque part, si elle avait appris ça à l'école. Elle m'a expliqué que non, qu'elle avait pris les pages d'un magazine qu'elle reçoit et qu'elle avait recopié les numéros des pages. Alors évidemment, elle a fait des erreurs de graphisme qu'il va falloir que je corrige derrière, puisque les 8, par exemple, elle les écrivait en faisant 2 cercles, plutôt que de faire le signe de l'infini, comme pour le 8, et le 9, elle l'écrivait... Alors c'est difficile de vous le montrer évidemment à travers un podcast, mais elle faisait son 9 à l'envers. Elle le démarrait par le... elle faisait la boucle du 9 dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça n'était pas la façon correcte d'écrire un 9. Bon, donc il va falloir que je reprenne ça. J'en ai parlé avec la maîtresse qui m'a dit que malheureusement, en moyenne section, elle ne pouvait pas... Il n'en était pas au 8, au 9. Et comme elle a beaucoup d'élèves, une classe à double niveau, etc., elle ne peut malheureusement pas prendre le temps individuellement de lui montrer, puisqu'elle n'a jamais appris, comment tracer toutes ces lettres-là correctement. Et donc, c'est un exemple typique de comment on peut mettre en place du co-schooling. C'est que moi, de mon côté à la maison, eh bien, je vais lui montrer comment on trace les chiffres. Je vais profiter des vacances de Noël où on aura un peu plus de temps pour faire ce travail. Mais c'est quelque chose que je vais déjà commencer. Là, on est la dernière semaine avant les vacances, en commençant à lui montrer 1 ou 2 chiffres, peut-être le 8 et le 9, parce qu'on n'est pas obligé de les montrer dans l'ordre, grâce aux chiffres rugueux. Et donc vous voyez bien que ce genre de manifestation, c'est le signe que votre enfant est intéressé. En l'occurrence, elle est intéressée à la fois, pour le coup, par les chiffres et par les lettres. Elle nous demande tout le temps de compter des choses. Et en ce qui concerne les lettres, elle a fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle a récupéré... j'aime pas trop ça, mais on a un alphabet magnétique avec des lettres majuscules script, et elle a récupéré cet alphabet-là et elle a recopié toutes les lettres sur une feuille, exactement comme elle l'a fait avec les chiffres. Donc elle est extrêmement en demande de graphisme et extrêmement en demande de la lecture, de l'écriture et du dénombrement. Alors c'est là aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis les enfants à l'école, c'est que je manquais de disponibilité en fin d'année dernière pour introduire tout ça, mais je sentais déjà bien qu'elle était en demande. Et là, eh bien, je me rends bien compte que l'école ne peut pas le lui apporter et que grâce au co-schooling, on va pouvoir répondre à ce besoin-là. Et je sais que certains se disent, mais peut-être qu'elle va s'ennuyer après. Eh bien, si elle s'ennuie après, 2 possibilités. Ou bien c'est en cours d'année qu'elle s'ennuie, elle est dans une classe à double niveau et à ce moment-là, je demanderai à ce qu'elle rejoigne le niveau des grandes sections. Ou bien, en fin d'année prochaine, déjà nous envisageons de la reprendre en instruction en famille, et si vraiment ça n'était pas possible, eh bien je demanderai un passage en CP. Il ne faut pas hésiter, lorsque les compétences des enfants dépassent le programme de la classe dans laquelle ils devraient se trouver à cause de leur âge, à demander à ce qu'ils soient dans une autre classe. Moi-même, lorsque j'étais enfant,
J'ai sauté, entre guillemets, 3 classes. Alors, je ne les ai pas vraiment sautées au sens où j'étais régulièrement dans des classes à double niveau et je suis passée à chaque fois en cours d'année dans la classe supérieure, y compris la dernière année, j'étais en CM2 et je suis passée en février en 6e. Et je m'en suis très bien sortie. Donc, vous voyez, tout est parfaitement possible. Il faut tenir compte évidemment de la maturité de l'enfant aussi. Mais les solutions existent. Donc peut-être que ça peut vous donner quelques idées, quelques points de repère pour savoir si votre enfant est intéressé par la lecture, par l'écriture, par le calcul, sachant que ça peut aussi être un enfant qui suit du doigt le livre que vous êtes en train de lui lire et vous demande quel son fait cette lettre ou ce que veut dire ce mot, comment se prononce ce mot qu'il vous montre. Ça, c'est le signe d'un enfant qui a envie d'apprendre à lire. Alors j'en profite aussi pour vous signaler que nous avons des cartes cadeaux à disposition pour ceux qui souhaitent offrir ou se faire offrir une formation Montessori. Il y en a aussi bien à petit budget pour la formation Aménager sa maison Montessori ou pour offrir 1 mois d'accompagnement, que à plus gros budget évidemment pour les formations vie pratique, vie sensorielle, langage et calcul. Et je vous signale également que nous ouvrirons les formations du 25 décembre au 7 janvier, si je ne dis pas de bêtises, pour permettre justement aux personnes qui auront reçu des cartes cadeaux de pouvoir s'inscrire aux formations de leur choix. Donc ce sera éventuellement, si vous le souhaitez, pour vous l'occasion de rejoindre l'une des formations. Mais revenons-en au sujet d'aujourd'hui. Les jouets Montessori, est-ce que ça existe vraiment ? Ma réponse va peut-être vous surprendre. Parce que ce que j'observe, c'est que tout le monde part dans l'excès. Vous avez d'un côté des grandes entreprises, des blogueurs aussi parfois, certains blogueurs, certains influenceurs, qui développent des gammes de jouets Montessori ou qui promeuvent ces mêmes gammes de jouets Montessori. Sachant que pour les influenceurs, évidemment, leur idée est de répondre à une demande des parents et de évidemment gagner un pourcentage sur les objets qu'ils promeuvent. Et évidemment encore, les grandes chaînes comme Oxybul, comme tous les grands éditeurs, Nathan, Hachette, etc., ont tout intérêt à estampiller certains jouets comme étant Montessori, parce que ça répond à une demande des parents. Il y a un énorme intérêt marketing, parce que les parents qui ne sont pas très au fait de la pédagogie Montessori se disent juste que « Waouh, ça a l'air super !» Qu'est-ce que je peux offrir comme jouet Montessori à mon enfant ? Sans tenir compte du tout de la façon dont il faut présenter le matériel, du moment auquel il faut présenter le matériel. C'est ce que je vous disais en début d'épisode, il faut bien choisir le moment en fonction des centres d'intérêt de l'enfant. Et sans tenir compte de la progression à suivre pour présenter le matériel d'une façon cohérente, une difficulté seulement à la fois. Mais il y a un marché énorme. Et à l'opposé, du coup, on a la réaction de montessoriens pur et dur, parfois un peu débutants, et c'est un petit peu l'intransigeance des convertis. Je ne sais pas si ça vous parle en termes de religion, mais on trouve un petit peu la même chose au niveau montessorien, c'est-à-dire ceux qui ont découvert la pédagogie Montessori très récemment, se sont lancés à bras-le-corps dedans, se montrent souvent extrêmement intransigeants et se disent les jeux Montessori, ça n'existe pas. Et la réponse que je vais donc vous apporter, c'est qu'en fait, les choses sont bien plus nuancées que ça. Ça va peut-être vous lasser à force, parce qu'à chaque fois que je pose une question, c'est ce que je vous dis, les choses sont nuancées. Ça n'est pas si simple, mais oui, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, malheureusement. On va pas dire qu'il est rempli de 50 nuances de gris, mais il est rempli de nuances. Les jouets Montessori, c'est une expression que l'on trouve nulle part dans les livres de Maria Montessori. Elle n'a pas prévu de jouer. Ce qu'elle voulait, enfin les termes qu'elle employait, c'était du matériel avec lequel on travaillait. Tout ce qu'elle a créé ou utilisé et perfectionné, comme le matériel d'Itard et Séguin, à qui elle rend hommage dans ses livres, il s'agit de matériel pédagogique scientifique. Et elle considère que dès sa naissance, l'enfant passe son temps à travailler.
Et donc, elle n'a pas peur d'employer ces mots-là, qui sont souvent un petit peu négligés. Pour les enfants, on n'aime pas se dire qu'un enfant travaille, on se dit qu'il faut lui laisser son innocence, il faut le laisser profiter de son enfance. Alors que si vous observez un bébé, mais il passe son temps à travailler. J'ai une amie qui vient d'avoir une petite fille et je sais à quel point elle s'émerveille de voir tous ses progrès. Imaginez, vous voyez bien un bébé qui se met à redresser sa tête, à exercer ses muscles. C'est un travail qu'il fait là. Il fait des efforts, il est parfois tout tendu, tellement il contracte ses muscles. Et ensuite il se relâche et il fait cet entraînement-là 10, 20, 100 fois dans la journée. Et puis le petit bébé qui babille, da, da, da. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il travaille. Il travaille le langage, il apprend à parler. Alors oui, c'est mignon, c'est attendrissant, mais il y a un véritable effort derrière et il y a un véritable but à ce qu'il fait. À partir du moment où il y a un effort et un but, on peut parler de travail et non pas seulement de jeu. Et Maria Montessori a cette phrase qui est très belle, c'est que le jeu est le travail de l'enfant. Et EST, le jeu, c'est le travail de l'enfant. C'est par le jeu que l'enfant va se développer le langage, développer la motricité, etc., etc. Et donc, certaines publications, certaines déclarations me déçoivent un peu de la part de certains montessoriens. J'ai encore vu récemment sur Instagram un petit carrousel d'images de quelqu'un qui disait non, ce ne sont pas des jouets Montessori, en prenant des photos d'un catalogue où les jouets étaient classés dans des catégories et il y avait des jouets censés être des jouets Montessori. Et elle avait pris en photo les pages en disant ce ne sont pas des jouets Montessori, pas du tout. Et en fait, c'était totalement faux. Sur ces pages, il y avait effectivement des choses qui n'avaient rien de montessorien, mais il y avait, par exemple, un petit animal à roulettes à tirer. Vous savez, ces petits jouets pour les enfants qui commencent à marcher, ou même un petit peu avant. Donc on a souvent des animaux, un petit animal sur des roulettes avec une ficelle que l'on tire. Mais ça, c'est montessorien. Alors oui, c'est aussi utilisé dans un autre cadre que le cadre montessorien, mais que cherche-t-on à faire avec un bébé dans la pédagogie Montessori? Eh bien, on cherche à lui donner l'opportunité de travailler, entre autres, sa motricité. Et donc, un bébé Montessori va être en motricité libre, c'est-à-dire qu'on va lui laisser de l'espace, on va le laisser libre de ses mouvements, et on ne va pas le mettre dans une position qu'il n'est pas capable de prendre lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va jamais déposer assis un enfant qui ne saurait pas se mettre assis lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, on va laisser l'enfant comme ça, sans aucune sollicitation, sans aucune stimulation. On va disposer dans l'environnement autour de lui des objets qui vont l'inciter à se déplacer, qui vont lui apporter une récompense au fait de se déplacer. Alors une récompense qui ne viendra pas de nous, qui ne sera pas un compliment, des félicitations, mais une récompense simplement dans l'environnement. Et justement, ces petits animaux sur roulettes que l'on tire, ou les chariots à pousser, ça fait partie du genre d'objet que l'on va disposer autour d'un bébé dans l'apprentissage de la position debout et de la marche, pour l'encourager à marcher et à se déplacer. Donc cela fait absolument partie du matériel Montessori que l'on va proposer à un bébé. C'est pour ça que la frontière entre matériel et jouet est extrêmement compliquée. En fait, on peut appeler n'importe quel matériel Montessori un jouet, un jeu, parce que les enfants y trouvent généralement beaucoup de plaisir. Alors pas pour tous, ça va dépendre des enfants et du matériel, mais je conçois que l'on appelle ce matériel des jouets, parce qu'il est extrêmement plaisant, ludique, amusant. Il y a des puzzles, il y a plein de choses à assembler, à manipuler. Alors en revanche, tous les jouets ne peuvent pas être appelés matériel ou travail, parce que comme je vous le disais, il faut qu'il y ait un but. Et pour qu'il s'agisse de matériel Montessori, il faut aussi que ces jouets respectent certains critères, comme le fait de n'avoir qu'une seule difficulté à la fois, d'être à la taille de l'enfant, d'être dans de beaux matériaux, des matériaux nobles, et puis qu'il y ait toute une cohérence dans le matériel. Alors j'ai fait une petite série de vidéos qui peut vous aider justement à reconnaître du matériel Montessori ou pas. Savoir si quelque chose que vous avez sous les yeux
et du matériel Montessori ou pas. Donc à mon sens, tout matériel Montessori peut, pour simplifier, être appelé un jeu ou un jouet. L'inverse n'est pas vrai. Tous les jouets ou tous les jeux ne sont pas du matériel avec lequel on peut travailler. Il faut qu'il y ait un but pour ça. Et récemment, j'ai préparé des articles pour préparer en quelque sorte des listes de cadeaux possibles pour des bébés, des enfants et des adolescents montessoriens. Jusque-là, très bien. Et je me suis posé la question de comment l'appeler. Et je vais être très honnête, si j'écris des articles, c'est que j'espère qu'ils vont être lus. Pour qu'ils soient lus, il faut qu'ils répondent aux questions que les parents mettent le plus souvent dans les moteurs de recherche. Et donc j'ai fait quelques recherches et il se trouve que personne ne cherche matériel Montessori à offrir à Noël, matériel Montessori pour anniversaire. Non, les gens cherchent des jouets Montessori parce qu'ils ne savent pas plus que ça de quoi il s'agit. Donc j'ai intitulé mes articles les meilleurs jouets Montessori pour les bébés, les meilleurs jouets Montessori pour les enfants. Alors pour les adolescents, ce ne sont pas vraiment des jouets, donc le titre est différent, mais j'ai utilisé ce terme de jouet Montessori. Et très honnêtement, je le fais sans scrupule. Alors mon premier but est de pouvoir toucher les parents qui cherchent ce genre de choses pour leur apporter des informations fiables sur ce qui est vraiment ou bien purement Montessori, ou bien totalement compatible avec une approche montessorienne. Parce que j'aimerais revenir un petit peu avec vous sur la position que Maria Montessori avait vis-à-vis du jeu. Parce qu'on la caricature souvent beaucoup, cette position. Et on dit parfois que Maria Montessori était totalement opposée au jeu et aux jouets. Encore une fois, la réalité est un petit peu plus nuancée que ça. Alors, il y a un petit paragraphe dans le livre L'Enfant, page 117 dans mon édition, je ne sais pas si vous l'avez, dans quelle édition vous l'avez. Et je vais vous lire, il y a 2 petits paragraphes en fait qui sont vraiment intéressants sur les jouets. Bien qu'il y eût à l'école des jouets vraiment splendides mis à leur disposition, les enfants ne s'en servaient jamais. Cela me surprit tellement que je voulus intervenir et me servir des jouets avec eux, leur apprenant à employer la petite vaisselle, allumant le feu dans la petite cuisine de poupée, y plaçant une belle poupée. Les enfants s'y intéressaient un instant, et puis s'éloignaient et n'en faisaient jamais l'objet de leur choix spontané. Je compris alors que le jouet était sans doute quelque chose d'inférieur dans la vie de l'enfant, et qu'il n'y recourait que faute de mieux. Il y avait quelque chose de plus élevé qui, dans son âme, prévalait sur les futilités. On pourrait en dire autant pour nous. Jouer aux échecs ou au bridge est plaisant dans nos moments d'oisiveté. Mais ça ne le serait plus si nous étions obligés de ne rien faire d'autre de la vie. Quand on a une occupation élevée et urgente, on oublie le bridge. Et l'enfant a toujours des occupations élevées et urgentes devant lui. Chaque minute qu'il traverse lui est précieuse, puisqu'elle représente le passage d'un être un peu inférieur à un supérieur. En fait, l'enfant grandit sans cesse, et tout ce qui a trait à ses moyens de développement est fascinant pour lui et lui fait oublier l'activité oiseuse. Alors, fin de la citation, vous voyez que là, Maria Montessori parle plus spécifiquement des jouets d'imagination. Les dinettes, les poupées, les établis, les choses comme ça. Et en fait, les enfants, certes, sont intéressés par ce genre de jeu, mais lorsqu'on leur propose de véritables objets, de faire réellement la cuisine, de manipuler de vrais outils, de participer aux soins d'un petit frère ou d'une petite sœur, eh bien, ils sont bien plus heureux que lorsqu'on leur propose une dinette ou des poupées. Et c'est pour cela que dans les classes, dans ces écoles Montessori, en fait, Maria Montessori a retiré les jouets, mais tout simplement parce qu'ils n'étaient pas utilisés. Et on me pose souvent cette question en me disant, mais moi, de ce que j'observe, mes enfants vont quand même vers les jouets. Alors, il faut dire que les jouets d'aujourd'hui font tout pour attirer le regard de l'enfant, mais d'une façon qui n'est pas forcément saine. Vous avez beaucoup de jouets qui sont très colorés, qui font beaucoup de bruit, qui font des lumières, etc. Donc oui, c'est attirant à un degré très superficiel. Ça ne répond pas à un besoin profond de l'enfant. C'est simplement que c'est attirant, ces petites lumières et ces sons. Et c'est exactement la même chose, la même différence qu'entre des mèmes sur Facebook que l'on va parcourir à la chaîne, des gifs sur Instagram ou ailleurs, et un bon livre passionnant,
avec un contenu enrichissant. Notre besoin profond nous pousse vers le bon livre avec des contenus enrichissants, quelque chose qui va nous faire grandir. Il n'empêche que bien souvent, combien d'entre nous, et moi la première, nous nous laissons prendre au jeu des réseaux sociaux, au jeu des applications, des petits jeux sur smartphone, etc., etc. Pourquoi ? Mais parce que c'est attirant, parce que c'est plein de petites lumières et de sons. Et nous ne valons pas mieux, nous adultes, que les enfants. En plus, nous leur donnons cet exemple-là. Il n'empêche qu'au fond d'eux, et si on leur donne la possibilité d'exprimer ce qu'il y a au fond d'eux, les enfants ont ce besoin d'aller vers les choses réelles. Et alors justement, dans mes articles sur les meilleurs jouets Montessori pour les bébés ou les enfants, ce que je propose, ce sont souvent des objets réels. Alors, ou bien des jouets comme les petits animaux à tirer ou les chariots à pousser pour les tout petits, ou des encastrements qui pour le coup sont du matériel Montessori, ou bien des jouets mais que l'on va transformer. Par exemple, une petite dinette, mais dans laquelle on va installer une source d'eau, et dans laquelle l'enfant pourra réellement laver des choses, par exemple laver des fruits et légumes, ou faire un petit peu sa vaisselle. Une cuisine que l'on va remplir avec de la vraie vaisselle, de petite taille, adaptée à l'enfant, mais qui casse, qui fait du bruit quand elle tombe sur le sol pour les couverts en inox. De vrais objets qui vont réellement servir. Et l'enfant peut nous aider à cuisiner plutôt que de faire semblant. Si vous laissez le choix à un enfant entre découper des légumes qui sont accrochés par des scratchs, avec un couteau en bois dont la lame fait 1 centimètre de côté d'épaisseur, ou lui donner un couteau à lame ondulée, qui est parfaitement sécurisé. C'est un couteau avec lequel les enfants ne peuvent pas se couper, mais qui coupe très bien les fruits et les légumes. Donc si vous laissez le choix à un enfant entre des légumes en scratch à couper avec un faux couteau, ou un vrai couteau à lame ondulée et une vraie courgette, faites-moi confiance, votre enfant va prendre le couteau à lame ondulée et se mettre à couper la courgette à côté de vous pour préparer un véritable repas. Puis petit point bonus, il y a des chances qu'en plus il ait davantage envie de manger ses courgettes ensuite parce que c'est lui qui les aura préparées. Ça fonctionne très très bien pour inciter les enfants à découvrir de nouveaux légumes par exemple ou à les manger s'ils ne sont pas très fans habituellement. Mais on peut très bien partir pour cela, comme je vous le disais, d'une dinette, d'un jouet. Parce que l'avantage de la dinette, c'est que tout est à la taille de l'enfant. Et simplement, on va la rendre un petit peu plus réaliste. Donc vous voyez que même ces jouets d'imagination peuvent être transformés et utilisés pour en faire des objets réels. Par ailleurs, il y a les jouets d'imagination. Alors une petite parenthèse aussi sur les jouets d'imagination. Dans les classes Montessori, il y a normalement une ferme. Et cette ferme va être prétexte à toutes sortes de présentations autour du langage. Pourquoi Maria Montessori a-t-elle choisi une ferme ? Tout simplement parce que c'est un objet qui plaît beaucoup aux enfants, avec des animaux. Elle a su transformer ce qui était un jeu avec des figurines de la ferme avec des animaux, en une immense source d'activité de langage. Donc ça ne veut pas dire que tous les jouets vont être supprimés. Ça veut simplement dire qu'on va en tirer parti de la meilleure façon possible. C'est ce que je vous explique avec tout un tas d'exemples, justement, dans mes articles sur les meilleurs jouets Montessori, entre guillemets, pour les bébés et les enfants, et puis ensuite pour les adolescents. Et je voudrais partager avec vous d'autres commentaires qu'elle fait autour de l'imagination et des jouets. Alors cette fois-ci, ça se trouve dans La pédagogie scientifique, tome 2, sur l'éducation élémentaire, où elle parle de l'imagination chez les enfants. Alors, j'ai fait quelques coupes, évidemment, mais je vous lis à chaque fois des paragraphes entiers. Voici ce qu'écrit Maria Montessori. C'est une croyance très commune, mais dépassée aujourd'hui, que les petits-enfants sont caractérisés par une imagination très vive, et qu'en conséquence, une éducation spéciale doit influer sur eux pour cultiver ces dons spéciaux de la nature. Qui n'a pas vu un enfant chevaucher et fouetter une canne comme si c'était un vrai cheval ? Voilà une preuve de l'imagination chez l'enfant. Quel plaisir n'éprouvent pas les petits à combiner avec les chaises et les fauteuils un char magnifique. Et tandis que quelques-uns étendus à l'intérieur regardent béatement une campagne imaginaire et saluent une foule qui applaudit, d'autres enfants, appuyés au dossier, frappent l'air comme s'ils touchaient des chevaux fougueux. Voilà une autre preuve de l'imagination. Elle critique ensuite certains jeux d'imagination.
Et elle donne cet avertissement. Que cultive-t-on ainsi dans ces esprits immaturés? Que trouvons-nous de semblable dans le monde des adultes qui puisse faire comprendre à quelle forme définitive on préparerait l'esprit avec une telle éducation? Elle parle des petites briques de Froebel que l'on présenterait à l'enfant en disant cette brique c'est un cheval, et puis on assemble d'autres briques, c'est l'écurie, alors on va mettre les chevaux dans l'écurie, etc. Et elle écrit ensuite, il y a des hommes qui réellement prennent un arbre pour un trône et donnent des ordres comme un roi. Quelques-uns croient être Dieu, parce que les fausses perceptions, et dans les formes plus graves les illusions, sont le commencement de faux raisonnements et les concomitants du délire. Les fous ne produisent rien, comme ne produisent rien ni pour eux ni pour les autres, ces enfants condamnés à l'immobilité par une éducation qui voudrait développer en folie leur manifestation innocente de désirs non satisfaits. Alors elle parle ensuite évidemment de la crédulité que l'on cherche parfois à développer chez les enfants à travers les croyances, comme les croyances vers le Père Noël, etc. Et ça, elle le déplore longuement, mais j'ai déjà écrit tout un article sur l'imagination et l'imaginaire où je parle du Père Noël. Ça s'appelle... il y a un article sur Maria Montessori, le Père Noël et le Petit Jésus. Et ce qu'elle... le parallèle qu'elle fait, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, celui qui imagine se montre totalement déraisonnable dans ce qu'il imagine, alors que celui qui possède déjà quelque chose va chercher à accroître ce qu'il possède de façon raisonnable. Elle dit donc, si ce qui s'appelle l'imagination infantile est le produit de l'immaturité de l'esprit, en raison de la pauvreté où nous laissons l'enfant et de l'ignorance où il se trouve, il faudrait d'abord enrichir sa vie par une ambiance où il pourrait devenir le possesseur de quelque chose. Enrichir son esprit de connaissances et d'expériences faites sur la réalité. Et, lui ayant donné cela, le laisser évoluer dans la liberté. Et elle dit ensuite, l'enfant qui n'a rien est celui qui imagine les choses les plus difficiles à obtenir, le misérable songe aux millions, l'opprimé songe au trône, mais celui qui possède quelque chose s'attache à ce qu'il possède pour le soigner et l'accroître raisonnablement. C'est de vivre dans sa possession réelle qui calme l'enfant et atténue les désirs qui consument, dans la vanité de l'illusion, ses forces précieuses. Ce n'est pas imaginer de vivre dans sa possession qui peut en tenir lieu. Et elle répondait ainsi à un grand professeur italien de pédagogie qui lui disait « Mais la liberté, ça fait extrêmement longtemps qu'on en parle, lisez Comenius ». Elle lui répondait « Oui, beaucoup en parlent, mais il s'agit ici d'une forme de liberté réalisée. Ne croyez-vous pas, ajoutai-je, qu'il y a une différence entre celui qui parle de millions et celui qui les possède ?» Et enfin, ce qui va peut-être clarifier un petit peu tout ce que je vous lis là, la faculté d'imagination existe toujours, qu'elle est ou non une base sur laquelle poser des matériaux pour construire. Mais quand elle n'élabore pas en partant de la réalité et de la vérité, elle forme, au lieu d'un divin édifice, des excroissances qui compriment l'intelligence et empêchent la lumière d'y pénétrer. Combien de temps et de force l'homme n'a-t-il pas perdu et ne perd-il pas à cause de cette erreur? L'imagination qui ne s'appuie pas sur le vrai peut consumer l'intelligence. Alors Maria Montessori n'est absolument pas l'adversaire de l'imagination. Et elle parle d'ailleurs des grands créateurs, des grands artistes, de Raphaël qu'elle admirait énormément. Elle avait même fait placer dans toutes ses écoles une reproduction d'un des tableaux de Raphaël. Maria Montessori était très sensible à l'art. Mais comme elle le dit, aucun grand créateur, aucun grand artiste n'a créé à partir de rien. Et même un peintre surréaliste comme Dali, je ne sais pas si elle a connu ses œuvres, mais il s'appuie sur quelque chose. Lorsqu'il dessine un éléphant sur des échasses, il part du principe d'un éléphant et des pattes d'un héron. Il ne part pas de nulle part. Alors il combine des choses qui sont inhabituelles, mais il construit à partir du réel. Et en fait, ce que reproche Maria Montessori aux éducateurs ou aux parents, c'est de vouloir absolument développer chez l'enfant l'imagination de façon forcée, alors que l'imagination, elle est là. Et cette imagination, d'après ce qu'elle dit, il faut plutôt la nourrir à partir d'expériences réelles, d'expériences concrètes, pour en faire une force créatrice. C'est l'imagination qui nous permet de résoudre des problèmes. La créativité nous permet de trouver des solutions.
de construire de nouvelles choses. Mais pour cela, il faut que ce soit ancré dans le réel. Ça ne sert à rien d'imaginer un bâtiment qui ne répondrait pas aux lois de la physique. Ça n'aboutirait à rien de concret. Un architecte est obligé de tenir compte des lois des matériaux, des lois de la gravité, et à partir de là, de construire quelque chose, sinon tout s'effondrerait. On n'imagine pas un architecte totalement rêveur qui construirait quelque chose sans tenir compte de la faisabilité du projet. Ça n'aurait pas de sens. Ou alors, ce ne serait pas un architecte, mais un peintre ou un artiste, qui là, lui, peut imaginer autre chose, mais en tenant compte, à ce moment-là, des contraintes de sa peinture, des contraintes du médium qu'il va utiliser, parce que la peinture à l'huile n'est pas la même chose que l'aquarelle, qui va tenir compte de la toile, qui va tenir compte de son pinceau, de la surface dont il dispose, de ses propres limites, etc., etc. Donc Maria Montessori n'était pas opposée en soi aux jouets d'imagination, mais elle trouve que c'est une forme inférieure de ce que l'on peut proposer aux enfants. Autant leur proposer des choses réelles. Mais, donc je vous ai parlé du matériel Montessori qui peut être considéré comme des jouets, parce qu'il est très ludique. Je vous ai parlé des jeux d'imagination. Alors, jeux d'imagination pour lesquels on peut proposer plutôt une version réelle, comme de véritables outils pour cuisiner, plutôt qu'une simple dinette, ou transformer la dinette en une petite cuisine utilisable par l'enfant. On peut aussi, en ce qui concerne les jeux d'imagination, en faire un prétexte de langage. Mais pour cela, il faut que le jeu d'imagination repose sur le réel. Donc, par exemple, les Playmobil, généralement, pas toutes les collections, mais reposent sur le réel. Vous avez des petits personnages qui vivent dans des maisons, qui ont des amis, qui vont prendre leur bain, qui vont jouer au parc. Ça repose sur le réel. Même chose avec la plupart des univers Lego. Pas tous, mais certains univers Lego, en tout cas, comme Lego Friends, par exemple, ou Lego Cities. Et à partir de ces univers réalistes, on peut développer le langage. C'est extrêmement intéressant. Et Maria Montessori, comme je vous le disais, le faisait elle-même avec ce qui était un jeu d'imagination relativement fréquent à son époque, une petite ferme miniature. Donc nous avons parlé du matériel Montessori, des jouets d'imagination dont on peut fournir une version réaliste ou alors que l'on peut transformer en outils pour développer le langage, toujours à partir d'un univers qui reste réaliste. Et le troisième point un petit peu délicat que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la question du jeu libre. Parce que Maria Montessori, à ma connaissance, ne parle pas spécifiquement du jeu libre dans ses écrits. Alors si c'est le cas, si vous avez une source quelque part, je vous en prie, envoyez-la moi, je serai extrêmement intéressée. Mais il me semble que le jeu libre, à cette époque, n'était pas spécialement quelque chose de formalisé. Parce que le meilleur de jeu libre, alors pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas ce terme, le principe du jeu libre, c'est un jeu qui n'a pas de but ni de règles. Par exemple, les caplas, c'est un jeu libre. On a des petites barres de bois, on en fait ce qu'on veut. On peut éventuellement suivre un modèle, mais pas forcément. Les Lego, ça peut être un jeu de construction libre. Si on ne suit pas de modèle, on a juste des briques devant soi et on construit quelque chose. C'est un jeu libre. Et en fait, le jeu libre par excellence, le meilleur probablement jeu libre, qui en plus ne coûte rien, est accessible à tous, c'est d'aller jouer dehors dans la nature. Mettez 2 ou 3 enfants, ou même un seul enfant, dans la nature et observez-les. Avec un bâton, il y en a un qui va s'en faire un pistolet, un autre une poupée, un autre encore un cheval qui galope, un autre va, avec des petits bâtons, former les contours d'une maison. Chacun va s'inventer ainsi un univers, et la nature est probablement la plus grande pourvoyeuse de supports pour le jeu libre. Que ce soit les feuilles des arbres qui tombent à l'automne, les petits bâtons qu'il y a partout, les fleurs, l'herbe, les rochers, les arbres, tout est prétexte à développer l'imagination de l'enfant, mais sans intervention extérieure, sans qu'on cherche à la développer de façon artificielle, en lui parlant de Père Noël, de fées, etc.
Et donc le jeu libre n'était, il me semble, pas quelque chose de très développé à l'époque de Maria Montessori. À la limite, on avait les jeux de cubes, mais c'est à peu près tout. Ils sont un peu l'équivalent des caplas aussi. Cependant, alors ça n'est que ma conviction profonde, puisque je n'ai pas de citation de Maria Montessori à l'appui, mais je pense que le jeu libre a tout à fait sa place dans nos maisons. Ne serait-ce que parce que tout le monde n'habite pas forcément suffisamment près de la nature pour que les enfants puissent passer 1 heure à jouer tous les jours dehors. Et que les enfants ont aussi besoin de laisser s'exercer leur créativité. Alors j'ai parlé de créativité plutôt que d'imagination, parce qu'imagination est un terme tellement compliqué. Et même si j'écris tout un article sur les nuances entre imagination et imaginaire, je sais que c'est une nuance qui est difficile à comprendre pour la plupart des gens. Donc, les enfants, au moins avec le jeu libre, peuvent développer leur créativité. Ils vont résoudre des problèmes. Par exemple, mon fils aîné s'amusait, alors il y a quelques années de ça, avec ses caplas, il construisait des murs. Et puis, évidemment, parce que c'est un garçon qui aime bien ça, il jouait à la guerre et il envoyait des petits projectiles sur son mur. Et il s'est rendu compte que s'il superposait les caplas, s'il faisait une pile de caplas, et puis une autre pile de caplas, et encore une autre pile de caplas, côte à côte, eh bien, un tout petit projectile défonçait une partie entière du mur. Toute la pile de caplas s'effondrait. Et puis il a regardé un peu autour de lui quand on croisait des bâtiments et tout, puis il a expérimenté et il a essayé de les mettre en quinconce. Donc une première couche de caplas tous alignés les uns avec les autres, puis un caplas posé à cheval sur les 2 caplas du bas, et toute une deuxième couche comme ça, etc., jusqu'à former un mur qui a en fait la même structure que la plupart des constructions en pierre que l'on observe, les châteaux forts, les murs, etc. Et il a testé, et effectivement, là, son mur était beaucoup plus solide. Éventuellement, ça pouvait faire un trou dans le mur, il pouvait y avoir 1 ou 2 planches de caplas qui tombaient, mais le reste du mur restait intact. Puis donc, il a essayé différentes stratégies, il a mis une deuxième couche de mur alternée dans l'autre sens, une deuxième épaisseur de mur, voilà. Et il a fait preuve, grâce à ça, de créativité. C'est probablement le genre de travail qu'ont fait les premiers architectes, les premiers constructeurs de murs en pierre, où ils ont essayé d'une certaine façon, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas être suffisamment solide, et ils ont fait cette alternance de pierre. Ça, c'est du jeu libre, ça développe la créativité, et je suis convaincue, pour m'être vraiment plongée dans les écrits de Maria Montessori, que c'est quelque chose qu'elle aurait probablement encouragé et apprécié. Alors rien ne vaut d'aller jouer dans la nature, mais c'est pour ça que dans les listes que je vous ai faites, j'ai inclus aussi des jeux qui font partie du jeu libre. Et en particulier, tous les jeux de construction sont extrêmement enrichissants pour les enfants. Mais les enfants peuvent en faire toutes sortes de choses. Là aussi, ils peuvent transformer les caplas en petits personnages dont ils vont raconter les histoires et en faire un jeu de langage. Bref, tout est possible. Et je considère donc personnellement que le jeu libre, même s'il n'est pas mentionné explicitement par Maria Montessori, et donc si je n'oserais pas parler de jouer Montessori pour du jeu libre, je considère que ce sont des jeux qui ont toute leur place dans une ambiance Montessori, que ce soit d'ailleurs à l'école ou à la maison. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas des briques de Lego à l'école. Je sais que certaines ambiances ont ce genre de choses, des petites briques Lego. Et je vous explique d'ailleurs dans mon article sur les meilleurs jeux Montessori pour les enfants comment transformer une boîte de Lego en une activité Montessori. Parce que c'est tout à fait une activité Montessori avec beaucoup d'objectifs directs et indirects qui sont très intéressants. Mais on peut aussi laisser des briques de Lego sans modèle, sans rien, simplement comme du jeu libre. Là aussi, ça peut être très instructif pour les enfants. Alors j'espère avoir répondu à cette question que beaucoup de parents se posent, ou ne se posent pas d'ailleurs, mais et naïvement font confiance aux grandes enseignes publicitaires, aux grandes enseignes qui font leur publicité et qui promeuvent des jouets Montessori. Est-ce que les jouets Montessori, ça existe vraiment ? Et si vous cherchez vous-même des jouets Montessori, des choses que vous pouvez offrir peut-être aux enfants de votre entourage, eh bien gardez en tête ces 3 notions que vous pouvez très bien présenter du matériel Montessori comme un jeu. En revanche, attention, il y a des règles à respecter autour du matériel Montessori. Par exemple, le fait que
on va le chercher dans une étagère et on le range dans l'étagère dès qu'on a fini de s'en servir. Des choses comme ça. Qu'on attend d'avoir eu une présentation du matériel avant de l'utiliser. Mais ce matériel est extrêmement ludique. Deuxièmement, vous avez les jeux d'imagination que l'on peut transformer en des alternatives réelles ou que l'on peut utiliser comme support pour le langage. Et enfin, le jeu libre qui est parfaitement compatible avec une ambiance Montessori. Alors si vous voulez avoir plus d'idées concrètes, j'en ai mentionné seulement quelques-unes, mais dans les articles que j'ai rédigés, j'ai vraiment inclus toutes les idées de cadeaux, des choses qu'on nous a offertes, des choses que nous avons offertes à des enfants de notre famille. Il y a beaucoup d'enfants dans notre famille. Je n'arrive même plus à suivre combien de neveux et nièces nous avons. 7, 17, et nous avons 19 neveux et nièces. Et puis nous avons des petits cousins, etc., dont nous sommes très proches. Nous avons des filleuls aussi. Donc ça fait beaucoup d'enfants à qui nous faisons des cadeaux. Donc c'est une question qui nous touche particulièrement. Et donc le fruit de ces réflexions de plusieurs années sur ce que l'on pouvait offrir qui soit compatible avec nos valeurs, avec les valeurs des parents à qui nous les offrons, fait que maintenant, dans ces articles, vous avez une multitude de suggestions de jouets Montessori classés par âge. Donc vous avez les bébés, les enfants, et puis les adolescents, alors pour lesquels je ne parlerai pas de jouets, parce qu'on n'est plus forcément à l'âge des jouets à l'adolescence, mais les cadeaux Montessori que l'on peut faire à des adolescents également, parce que c'est peut-être l'âge le plus compliqué. Alors vous trouverez tous les liens de ce dont j'ai parlé dans cet épisode dans les notes de cet épisode, avec le lien vers le podcast Maria Montessori, le Père Noël et le Petit Jésus, sur le Père Noël, les croyances que nous cherchons à transmettre à nos enfants au risque de développer leur crédulité. Maria Montessori et les animaux qui parlent, qui est un article sur la distinction entre imagination et imaginaire. Le lien vers les articles sur les meilleurs jouets Montessori, bébés, enfants, adolescents. Et puis une ou deux des citations que je vous ai mentionnées, en tout cas je vous ai donné les références dans le podcast. N'hésitez pas à reprendre ces livres si vous les avez chez vous, ou à les acheter, en particulier l'enfant qui est extrêmement abordable. C'est probablement le plus simple pour des parents qui découvriraient simplement la pédagogie Montessori. Et les 3 tomes maintenant de la pédagogie scientifique sont un petit peu plus techniques. En fait, on suit Maria Montessori dans tout ce qu'elle a mis en place dans ses premières écoles, ses premières maisons des enfants, et pourquoi elle l'a fait de telle façon, comment est-ce que ça s'est passé. On suit le fruit de ses réflexions, de ses observations, et c'est bourré d'anecdotes. C'est très agréable à lire, même si le style de la traduction est parfois un petit peu vieillot. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, de bons préparatifs de Noël ou autres. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.